Eh bien, nous voici de retour pour le cycle Algérie-France, la voie des objets. Déjà la 4e édition, on avait commencé en 2017, je crois, et voilà, nous avons déjà exploré 3 thématiques. Et cette année, eh bien, nous avons, ou plutôt, c'est l'actualité algérienne qui s'est invité parmi nous dans ce cycle. Pour préciser peut-être les circonstances vastes de ce programme, je vous rappelle un petit peu les principes. Comme vous le savez, je suis là devant une vitrine qui donc réunit certains objets de la collection en relation avec la thématique que nous allons voir. La dite thématique étant ensuite non seulement mis en musique par un programme musical que nous découvrirons par la suite, mais aussi débattu à travers des historiens, en tout cas des personnalités qui se sont penchées sur l'histoire de l'Algérie, de telle sorte qu'il y ait une mise en écho, une mise en abîme et une mise en question de cette vitrine qui ouvre finalement aux débats les plus vastes. Et il se trouve aussi que donc pour avoir cette réunion de personnes qui vont nous permettre sans doute d'y voir peut-être un peu plus clair dans ce que je suis en train de vous dire, eh bien une personne a été invitée pour cette session par le MUSEM qui nous a aidés, qui a conçu même la programmation que vous allez découvrir avec nous. Il s'agit de Christian Féline, qui a de nombreuses cordes à son arc. Petit rappel, l'année dernière, le cycle se déroulait au moment du printemps et je dois dire que nos invités, en particulier algériens, tandis qu'ils préparaient avec nous et même se livraient donc au débat sur la thématique de l'année dernière, eh bien, avaient également leurs yeux rivés sur leur téléphone pour voir ce qu'il se passait dans le même temps en Algérie, puisque c'était concomitant, ou en tout cas véritablement à peu près contemporain des débuts de ce qu'on a appelé très vite le Hirak algérien, donc ces manifestations populaires qui ont pris une ampleur sans doute sans précédent et dont on commence, on continue à voir les manifestations. Et véritablement, c'est ce qui nous a fait penser que quand même, compte tenu précisément de cette forme de réveil algérien, il était nécessaire de débattre ensemble encore une fois, de cette manifestation contemporaine au regard d'un régime politique que l'on connaît en Algérie. Et pour ce faire, eh bien, comme il est quand même très délicat d'intervenir sur le présent, en tout cas pour ce qui nous concerne, eh bien, nous nous sommes dit que nous allions nous plonger, et vous plonger avec nous, dans les divers déroulements, ou en tout cas les diverses manifestations qui ont pu se produire historiquement en Algérie. Parce que de fait, et on verra vraisemblablement avec nos invités pour voir comment se forment les liens, s'il y en a, quelles sont les correspondances, comparaison n'est pas raison, mais néanmoins, ce qu'on voulait voir avec vous, c'est combien ces manifestations ne sont pas les premières, elles ont un ancrage profond en Algérie et c'est encore une fois ce que nous souhaitons voir avec vous pour pouvoir les mettre en perspective. C'était une forme de défi, mais néanmoins nous avons souhaité le relever et c'est un petit peu la raison pour laquelle aussi cette lecture, en tout cas cette mise en résonance de ce présent très complexe et dont on ne connaît pas forcément encore l'aboutissement. Et donc cette mise en résonance entre ce présent et précisément les divers mouvements qui nous paraissaient faire saillance dans le passé, nous paraissaient précisément intéressants et plus aisés à mettre en perspective avec des objets donc, de cette collection. Je vais passer la parole à ma collègue Camille Faucourt, qui évidemment nous travaillons en collaboration toutes les deux et je dois dire qu'elle a vraiment présidé à la mise en œuvre de cette vitrine. Eh bien, pour peut-être expliquer les circonstances un peu plus vastes dans lesquelles se positionne ce programme dans le cadre de l'année du MUSEM 2020. Donc je vais passer la parole à ma collègue. Peut-être encore 2 mots pour dire aussi, de manière très générique, mais elle y reviendra sans doute, que pour structurer cette présentation et cette réflexion commune, eh bien, nous avons organisé donc 3 séances qui vont s'articuler à la fois sur les temps forts de ces différents mouvements qu'on va découvrir ensuite, les acteurs de ces mouvements, les lieux dans lesquels ils se sont déroulés et bien évidemment les objectifs de ces divers mouvements, en tout cas les perspectives qui s'ouvraient à eux, les questionnements qu'ils faisaient, qu'ils ont tout simplement existé. Donc je passe la parole à ma collègue Camille.
Donc, merci beaucoup Florence pour ce passage de relais. Je conclurai simplement cette introduction en rappelant, et vous êtes sans doute déjà au fait si vous venez souvent nous voir, que le MUCEM a depuis déjà le début de l'année 2019 consacré un certain nombre de ses événements et de sa programmation au sujet des révolutions, en tout cas des résistances et des manifestations citoyennes et populaires qui ont cours aujourd'hui en Méditerranée. C'était notamment le sujet de l'exposition Instant tunisien que nous avions présenté au Fort Saint-Jean de mars à septembre 2019 et qui s'est suivi d'un certain nombre de journées d'études et d'ateliers de chercheurs au sein du musée autour de ces questions des mobilisations populaires aujourd'hui sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Enchaînons maintenant donc avec le vif du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire les lieux des manifestations en Algérie. Et tout d'abord, comme entrée en matière, peut-être un rappel un peu chronologique, puisque dans cette vitrine, vous avez des éléments, des œuvres d'art et des objets qui déroulent un fil chronologique qui s'étend des années 1930 jusqu'en 1961, à la veille de l'indépendance algérienne. Et donc, pour planter un peu le décor, rappelons un peu le contexte qu'est celui de l'Algérie et de son éveil politique qui commence dans les années 20 et qui s'étend jusqu'aux années 40 et qui connaît un moment fort dans les années 30. Que se passe-t-il en 1930 exactement? Eh bien, c'est le centenaire de la colonisation de l'Algérie par la France. Et donc, ce centenaire fait l'objet d'une grande commémoration mise en place par les pouvoirs publics locaux. Donc, c'est évidemment sous un patronat de l'administration coloniale locale, c'est supervisé par la métropole, mais c'est avant tout des colons installés en Algérie qui font partie des politiques locaux, qui sont algérianistes, qui vont mener cette grande commémoration, une commémoration qui va se caractériser par un ensemble d'événements qui ont lieu entre janvier et juin 1830, des événements qui sont des défilés, des colloques, des congrès, des festivités bien sûr, qui ont lieu dans toute l'Algérie et notamment à Alger, la capitale aujourd'hui du pays, qui va nous préoccuper dans cette première séance du cycle. Alors ce moment de la commémoration du centenaire de l'Algérie, eh bien, il est représenté derrière moi par une grande affiche qui montre bien un petit peu l'esprit triomphant qui est celui du colonna à l'époque, qui gomme entièrement la période pré-coloniale qu'a connue le pays, puisque pour lui, l'histoire algérienne débute en 1830 lors du siège et de la prise d'Alger. Et donc ce triomphalisme, on le perçoit bien dans cette affiche de propagande, il faut dire ce qui est, qui nous montre un colon appuyé, accoudé hors champ de l'affiche au premier plan, qui nous tourne le dos d'ailleurs, dans une posture qui montrerait qu'il est assez indépendant vis-à-vis de la métropole, peut-être, si on va jusqu'au bout de l'interprétation. En tout cas, très sûr de lui, affirmé, une main sur les hanches, face à un Algérien musulman qu'on reconnaît grâce à ce turban, à ce long manteau, cette longue tunique surmontée d'un burnous. Donc on a vraiment l'opposition, le face-à-face colon, colonisateur et colonisé. Et donc ce colon, eh bien, il regarde les résultats de son travail, de sa mission civilisatrice en Algérie, qui est cette grande plaine agricole qu'on devine fertile avec ses éléments au premier plan, ces grappes de raisin, ces citrons, qui sont des cultures qui font évidemment à l'époque la richesse du territoire, qui sont notamment cultivées sur la Mitidja, qui est cette grande plaine algéroise littorale, qui pourrait tout à fait être le sujet de la représentation ici. Donc on est vraiment face à une iconographie tout à fait propagandiste qui se revendique comme commémorant un grand événement, une mission, celle de l'Occident qui colonise et qui rend les terres fertiles et civilisées. Évidemment, à l'époque, des contestations se font jour face à ce grand événement. C'est ce qu'on voit sur l'affiche située à l'immédiate droite de la première, avec notamment le Parti communiste français, qui est anticolonial par nature, si je puis dire, et qui vraiment là propose une vision tout à fait contrastée de ces 100 ans de domination de la France en Algérie, avec un Algérien enchaîné sur un poteau qui ne profite évidemment pas des ressources agricoles et des produits industriels qui sont produits dans le pays. On voit même à l'arrière-plan une vision des cultures
agricole, donc à l'arrière-plan à gauche, tout à fait différente de celle qu'on peut voir sur l'affiche précédente, avec un Algérien qui pousse un arrière, donc évidemment une tâche, des travaux très difficiles, très physiques, tandis que dans la première affiche, on a un tracteur, symbole de modernité, de mécanisation de l'agriculture. Donc deux visions totalement opposées. Ces années 30, cette commémoration du centenaire, c'est un acte manqué, c'est clair, de la part de l'administration coloniale, qui va frustrer, humilier les élites musulmanes algériennes et qui va entraîner une envie de s'émanciper, de se regrouper, politiquement parlant, et va amener finalement vers un mouvement nationaliste de plus en plus fort au fil des années et des décennies. Alors ce moment d'éveil politique, eh bien, il connaît un grand coup de force en 1936, puisqu'en mai, eh bien, c'est la victoire du Front populaire aux élections législatives qui porte au pouvoir Léon Blum. Léon Blum, qui accompagné de Maurice Violette, ancien gouverneur général de l'Algérie, eh bien, va porter un projet de loi qui vise à accorder la citoyenneté française à part entière à une minorité, à une élite musulmane qui représente à peu près 20 à 25 000 personnes, sans les faire renoncer pour autant à leur statut religieux personnel. Alors évidemment, ce projet de loi, il entraîne de grands espoirs vis-à-vis des musulmans algériens, puisqu'à l'époque, ceux-ci sont vraiment traités de manière inégalitaire par l'administration coloniale. Le régime de l'indigénat est en place, les salaires sont inégaux, les Algériens musulmans ne sont pas représentés à l'Assemblée en tant qu'élus et représentants politiques de la population. Et donc, suite aux grandes grèves qui ont lieu en France, qui sont le fait de la population ouvrière en mai et juin 1936, eh bien, on a les premières grandes marches citoyennes, les premières grandes mobilisations politiques qui vont investir les rues d'Alger notamment. Ces grandes manifestations, malheureusement, elles n'aboutiront pas, puisque le projet de loi est un échec, il ne sera pas présenté à l'Assemblée nationale en métropole. Et donc, on a vraiment là, après la commémoration du centenaire, 6 ans auparavant, un nouveau coup dur porté à cette première conscience politique qui s'affirme, cette conscience notamment nationaliste également, qui s'affirme en Algérie à l'époque. Et donc, on va avoir un renforcement, bien sûr, de cette mobilisation, de nouveaux partis qui vont naître à ce moment-là et qui mèneront finalement aux tristes événements des années 50 et à de nouvelles mobilisations qui feront l'objet de débats en table ronde et que nous discuterons par ailleurs lors des prochaines tables rondes, notamment les mobilisations de décembre 1960. Donc je ne m'attarde pas sur ce sujet aujourd'hui et je passe de suite le relais à ma collègue Florence Udowitz qui va avec vous explorer dès à présent les lieux emblématiques des manifestations qui investissent les rues d'Alger dès 1936. Eh bien, nous voilà revenus donc devant la Grande Poste d'Alger, vraiment monument symbolique et iconique d'Alger. Je précise que nous avons décidé, pour étudier les lieux de ces diverses manifestations, de nous centrer sur Alger. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas eu d'autres manifestations et d'autres mouvements dans les autres villes et même campagnes d'Algérie, mais néanmoins, pour une espèce d'unité de style et puis dans un cadre assez contraint qui est la vitrine, eh bien, nous avons décidé de nous positionner essentiellement à Alger, et ce d'autant plus que, évidemment, la Grande Poste a toujours été une espèce de monument iconique à Alger, mais force est de constater que lors des derniers événements en Algérie, eh bien, cette Grande Poste est vraiment revenue en force et, comme l'a dit l'un de nos invités l'année dernière, est sans doute peut-être le monument qui a été le plus vu au monde et le plus repartagé compte tenu de la dernière année que nous venons de passer. Alors, quelques mots quand même sur ce monument emblématique qui s'inscrit véritablement dans le tournant du XXe siècle en Algérie et qui fait partie, en tout cas, qui est représentatif d'une période particulière et d'un style qu'on a appelé le style jaunard, en mémoire ou en rappel d'un gouverneur d'Algérie qui s'appelait Célestin Jaunard et qu'on a appelé indigénophile, entre guillemets,
pour son positionnement, on va dire, sur le champ politique en Algérie. Ce Célestin Jaunard, qu'on va retrouver d'ailleurs à la fin de la Première Guerre mondiale, puisque c'est celui qui a réussi, finalement, dans une loi qu'on a appelée Jaunard, et qui est celui qui était représentatif du fait qu'il avait réussi, pour ce qu'on a appelé l'impôt du sang versé, à obtenir en bout de course, après de nombreuses mesures retoquées au fur et à mesure, qui étaient, et du coup une certaine dégradation dans la générosité des Français face à l'effort consenti pendant la Première Guerre mondiale, eh bien ce Jaunard avait permis l'octroi à 400 000 élus musulmans de participer aux institutions locales. Alors 400 000, c'était fort peu, mais c'était un début quand même important, en tout cas significatif, et qui permet peut-être, sans doute, de comprendre un peu mieux le moment politique qu'ont été les années 30 en Algérie. Alors pour en revenir quand même à cette magnifique poste, eh bien ce Célestin Jaunard avait aussi dans l'idée que l'urbanisme, mais aussi l'architecture et son, comment dire, sa structuration et son apparence pouvaient d'une certaine façon réconcilier les peuples, à défaut de les réconcilier charnellement. Et donc, plusieurs monuments ont été construits pendant son gouvernement, sous l'égide de plusieurs architectes, Henri Petit notamment, mais aussi pour la Grande Poste, eh bien Marius Toudoir et Jules Voineau. Au tout début du siècle, la Grande Poste a été donc construite entre 1907 et 1910 sur un lieu assez emblématique d'Alger, puisqu'il est en rehaut, hein, il surplombe d'une certaine façon le bas d'Alger, et puis il était dans une espèce sur un site un peu légendaire de l'époque ottomane. Et puis surtout, eh bien, on le voit vraiment en la regardant immédiatement, il y a cette envie de marier les styles. Jusqu'alors en Algérie au XIXe siècle, on voit plutôt un style néoclassique se développer. Et cette Grande Poste se veut une espèce de style hybride qui hybriderait à la fois le style occidental dans les volumes, dans la grandeur, et puis le style oriental dans ses décors, dans ses modénatures, dans ses arceaux, dans le décor des voûtes, dans les vitraux, et puis bien sûr dans les coupoles. Alors on peut remarquer que quand même c'est un style véritablement orientaliste, et plus qu'un style inspiré par la Casbah et les maisons arabes d'Alger, qui ne sont évidemment pas du tout pareilles, on est plus dans une relecture d'un orientalisme qui viendrait plutôt du Proche-Orient. Voilà, c'est vraiment, et avec les couleurs aussi, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement d'Algérie, mais qui était dans la tête en tout cas de ce gouverneur, une tentative, un essai, eh bien, de marier deux civilisations qui s'étaient quand même considérablement affrontées au siècle précédent sur la volonté des Français. Cet établissement donc devient l'établissement de la Grande Poste, hein, donc il a été en fonction jusqu'à très récemment, puisque je crois qu'il a été désaffecté en 2014. Essentiellement des Européens y ont travaillé, mais néanmoins, il est resté quand même jusqu'en 1962 tel qu'il était. Il a dépassé 1962 et progressivement, il est devenu un lieu repère, en tout cas dans la géographie d'Alger. On s'est toujours repéré par rapport à la Grande Poste. Et puis, petit à petit, il est aussi devenu le lieu des rassemblements populaires. Donc, alors évidemment, tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais aussi depuis l'indépendance, à chaque anniversaire, à chaque commémoration, on a pu observer les manifestations qui pouvaient se grouper autour de cette Grande Poste, qui est dans une forme de centre névralgique d'Alger, même si le centre a pu se déplacer. Derrière moi, on découvre d'autres lieux emblématiques d'Alger. Alors tout d'abord, le port. Les deux des trois plus grandes villes d'Algérie, Alger et Oran, sont des ports qui se font concurrence. À ce moment, dans les années 30, on dit que Oran occupait la première place en tant que port de marchandises, mais néanmoins, bon, les activités portuaires et pour Alger et pour Oran sont très importantes. Et puis, on a tous, je pense, en tête la vision d'Alger que l'on découvre en arrivant par la mer. Alors ici, on voit un tableau peint par Étienne Bouchot. Étienne Bouchot fait partie des peintres qu'on a appelés Abdeltif,
parce qu'il a précisément remporté en 1925 la bourse de cette villa qui avait été créée en 1907 dans ce moment dont je venais de parler avec Célestin Jonard, qui était à la fois d'une espèce de volonté de réconciliation à travers les arts et l'architecture, et puis aussi de faire d'Alger un second Paris, d'une certaine façon. On voit combien, à partir du 19e siècle, et surtout et dans la continuité avec le 20e siècle, eh bien, une sorte de mimétisme entre Alger et Paris, l'Algérie se voulant Algérie faisant partie de la plus grande France et Alger en étant une de ses principales capitales. Et pour revenir à Étienne Bouchot, il a été formé, il a cette particularité quand même d'avoir été formé par Maurice Denis, que l'on sent dans cette touche tout à fait particulière, fluide et floue à la fois, et des couleurs aussi qui sont assez particulières dans ce qu'on a appelé la peinture de l'école d'Alger ou donc de ces fameux Abdeltif. Il se trouve qu'on y voit bien, ce qu'on appelle la rampe magenta, la rampe d'Alger, et c'est en fait un morceau du 19e siècle. Alors on retourne quelques dizaines d'années en arrière, au moment du Second Empire, où véritablement, sous la houlette d'un urbaniste qui s'appelait Frédéric Chassériau, lui-même oncle, plutôt neveu de Théodore Chassériau, le peintre, s'est vu confier les clés de l'urbanisation d'Alger pour la développer un petit peu dans le cadre non seulement des voyages de Napoléon III en Algérie, mais aussi dans une espèce de mimétisme, comme je l'ai dit précédemment, avec Paris. Et donc on reconnaît véritablement, d'une certaine façon, les arcades de la rue de Rivoli, puisque dans le même temps, à Paris, se déroulent les fameux travaux haussmanniens censés garantir l'hygiène et ouvrir la ville à la modernité. Il se passe à quelques années près de décalage un peu le même phénomène en Algérie, à Alger précisément, et c'est la raison pour laquelle à la fois ce boulevard nous semble familier, parce que c'est véritablement dans une espèce de miroir de Paris que se découvre Alger quand on arrive en bateau avec cette vision. Et puis sur ce port, il y a les dockers, dans une attitude qui est particulière, puisque c'est celle soit du repos, soit de l'attente de travail. C'est un métier particulièrement difficile, mais qu'on aura l'occasion de développer, et qui sont dans une espèce de figuration d'un peuple algérien arrêté, suspendu. On ne sait pas beaucoup plus qu'a voulu dire l'artiste, mais en tout cas, c'est la physionomie qu'il donne du peuple algérien à travers ces dockers au repos. Alors quelques mots enfin sur les cartes postales qui sont derrière moi et que l'on a choisies pour le caractère emblématique des lieux qu'elles représentent. Nous les avons choisies de préférence en couleur pour aussi à la fois une certaine modernité de ce qu'elles pouvaient représenter et puis aussi une certaine adéquation avec les temps les plus proches de nous, même si on peut se rendre compte, par exemple, dans celle qui représente le boulevard Laferrière et la place qu'il jouxte, aujourd'hui donc boulevard Rémisty, le monument aux morts réalisé en 1928 à l'issue de la Première Guerre mondiale, qui depuis 1970 a été recouvert, monument qui devait être détruit et qui, grâce à l'appui et à l'intervention de certains artistes algériens, a été recouvert sous une chape de béton. Néanmoins, on peut voir également la Grande Poste, donc qui est juste à côté de moi, et qui a été certainement un des monuments les plus diffusés puisque les plus reproduits par la carte postale. Et enfin, le quartier Bellecour, au bord de la plage, ce quartier populaire que l'on connaît surtout, enfin en tout cas notamment, par les écrits d'Albert Camus, puisque Camus est un enfant de Bellecour et l'a à de nombreuses reprises évoqué et dans ses textes et dans ses discours. Alors pour introduire le débat, je vous propose de regarder attentivement ces cartes qui sont véritablement instructives au regard de la thématique que nous souhaitons développer, puisque comme je vous le rappelle, il s'agit d'ancrer, en tout cas d'appuyer les manifestations d'aujourd'hui dans les résonances qu'elles peuvent présenter avec le passé. Et là, véritablement, grâce au travail de Marie Chaumineau, que vous allez écouter tout bientôt, et avec sur les conseils de Christian Féline, le parti pris a été de présenter les manifestations qui se sont déroulées en 1960, en décembre 1960 à Alger, et qui ont été très très importantes, même si, parfois ignorées par les discours officiels,
et les mettre en perspective du Irak actuel que l'on découvre derrière, juste à l'arrière de la Simèze, et voir les points de similitude frappantes que les diverses manifestations eh bien, nous permettent, en tout cas que les divers traits qui figurent ces manifestations, ou au contraire les grandes différences, eh bien, nous permettent de voir de manière extrêmement visuelle et extrêmement pertinente et immédiate à la lecture de ces plans qui ont été réalisés par le MUSEM, voilà, encore une fois, sur les conseils de Marie Chaumineau. Alors je pense que ces plans vont être vraiment, comment dire, analysés et commentés lors des débats, mais néanmoins, voilà, on a essayé de figurer à la fois les grands lieux qui représentent les points d'accroche et les points de repère de ces mouvements, à la fois en 1960 et puis et aujourd'hui, et puis avec qui sont donc en bleu, que vous allez découvrir derrière, et puis des mouvements qui ont eu lieu en 1960 et qui n'ont plus forcément lieu aujourd'hui. Et véritablement, on voit comment, évidemment, les circonstances ne sont pas les mêmes, les populations ne sont pas les mêmes, et on comprend bien entendu, mais que dans le même temps, eh bien, encore une fois, il est vraiment intéressant de voir combien des trajectoires demeurent communes entre hier et aujourd'hui.